Bonjour, je démarre le chapitre 8. Le chapitre 8 qui est sous-titré Le jour se lève, en route pour la Jonquera, la caserne, l'omelette sans œufs, à la chaleur des flammes, l'hôpital de campagne, la famille arrive, une autre nuit sans lit. Petit rappel, je vous ai arrêté en milieu de chapitre. Le personnage a vécu une nuit pas très agréable, j'en dis pas plus, je veux vraiment que vous lisiez, c'est un peu votre rôle aussi. Et je commence la lecture du chapitre 8. Papa, je me sens mal, je soulève l'aile de mon manteau, et à la faible lumière de cette nouvelle aube, je contemple le visage de mon fils qui est resté désespérément accroché à moi. Il est terriblement pâle et ses yeux sont entourés d'énormes cernes. Il claque des dents et à bout de force, il ne tient plus debout. Malgré la protection de mon manteau, comme moi, il est trempé jusqu'aux os. Je ressens une énorme angoisse en le voyant ainsi si petit, si faible, son énergie enfantine épuisée à l'extrême après les heures éprouvantes de cette terrible nuit. Je le prends dans mes bras évanoui, je le serre contre moi et mon regard plonge anxieusement dans la pénombre crépusculaire pour trouver la présence d'une personne à qui demander de l'aide. Les premières lueurs apparaissent au levant. Un ciel plombé de nuages assombrit le lever du jour. La pluie a cessé ici et là, disséminée dans la vallée des chariots et des camions, semble dormir. Il n'y a pas âme qui vive. Non, loin de là, perdu entre les arbres d'une petite colline, on distingue une ferme. Juste à côté, une colonne de fumée trahit la présence d'un feu. Plus loin, à peine visible à travers la brume matinale, apparaît la Jonquera. Tel un petit village de crèche monté sur le liège moussu de ce paysage de campagne. En toile de fond, d'un bout à l'autre de l'horizon, magnifiques, superbes, enveloppés dans leurs habits de nuages et leurs voiles de brume, se dressent les montagnes pyrénéennes avec leurs fiers sommets, tels des gardiennes de la patrie. Je commence à marcher sur le sol inondé en direction de la demeure. Avec mon fils dans les bras, j'ai beau essayer de le réanimer, le pauvre gosse reste évanoui. Ses bras et ses jambes tombent comme deux paires de rames brisées et son visage est blanc comme un linge. La maison est plutôt proche de nous, mais dans mon impatience, comme elle me semble loin, en atteignant le chemin de traverse qui y emmène, je me mets à courir avec ma précieuse cargaison avant de m'arrêter essoufflé à une vingtaine de mètres de distance. Devant la porte, des hommes sont en train de préparer leur petit déjeuner sur un superbe feu de bois. Malheureusement, entre eux et moi se dresse la barrière infranchissable d'un petit ruisseau dont les eaux rapides et turbulents sautent sur les rochers en direction de la vallée. Comme ils semblent ne pas me remarquer, je les appelle pour leur demander du secours, mais ils ne m'entendent pas, ou font mine de ne pas m'entendre. Avec des gestes, ils m'indiquent qu'il n'y a pas de passage et continuent à s'occuper de leur casse-croûte sans vouloir me prêter plus d'attention. Voyant que je perds mon temps inutilement, je rebrousse chemin pour partir à la recherche du camion où quelques heures auparavant je laissais Donia Antonia et Merceditas. À flanc de montagne, au milieu des arbres, j'aperçois des soldats qui tendent un câble téléphonique, mais je ne m'attarde pas à aller vers eux. À quoi me serviront-ils si ce dont j'ai besoin pour mon fils, c'est d'un abri et un peu de chaleur? Et quelques minutes, je refais En quelques minutes, je refais le trajet jusqu'au camion. Nous l'atteignons bientôt. Dans la cabine, à côté des chauffeurs qui les ont accueillis, grand-mère et petite fille sont là. C'est une chance qu'elles aient pu dormir quelques heures protégées du froid et de la pluie. Quand ma belle-mère va nous voir ainsi, Alvarito dans mes bras et trempés jusqu'aux os tous les deux, ça va lui faire un choc. Mais heureusement, le gamin revient déjà à lui et ses joues reprennent des couleurs. Cependant, nous ne pouvons pas rester ici. Ces deux sympathiques camionneurs ne peuvent rien faire pour nous. Il n'y a pas assez de place dans leur cabine et ils n'ont rien qui puisse aider ce petit à se requinquer. Le mieux, c'est que vous fassiez un effort pour aller jusqu'au village. Là-bas, vous pourrez sécher et trouver quelque chose de chaud pour vous remonter. Il y en a pour 2 kilomètres, pas plus. Ils sont vite faits. Le ciel, de plus en plus plombé, menace de lâcher une nouvelle cargaison de flotte. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous quittons ces amis d'une nuit et nous amorçons notre marche par un chemin de traverse pour atteindre la route. Alvarito ne tient presque pas debout et marche accroché à mon bras. Nous avançons tous les deux devant ma belle-mère et ma fille, quelques pas derrière. Nous devons souvent nous arrêter car la petite ne peut pas nous suivre.
Ni la grand-mère ni moi n'avons la force de porter les enfants, nous sommes épuisés et même nous, adultes, ça nous coûte de marcher. Les arrêts se font de plus en plus fréquents. La route nous semble interminable. On n'en finit jamais d'arriver. Je dois hausser le ton pour éviter que la grand-mère et les enfants ne restent assis au bord du chemin. Ce serait une catastrophe si la pluie venait à nous surprendre à nouveau loin de tout refuge. Il faut continuer. Mais ils ne me suivent plus et refusent désormais de marcher. Les jambes d'Alvarito flanchent lamentablement. Moi-même, je dois faire de véritables efforts pour me tenir debout. Et ce, alors que nous atteignons presque notre but. Je prends alors un air grave et me mets à marcher seul en les menaçant de les laisser là abandonnés à leur sort. Comme ça leur fait peur, ils se décident à me suivre. Mais on ne marche plus, on se traîne sur la chaussée sans fin. Encore un effort, allez, il ne faut plus s'arrêter. Et on ne s'arrête plus. Mais au moment d'atteindre les premières maisons du village pyrénéen, les gens nous regardent avec pitié. Sur nos visages décomposés, livides, on devine le calvaire de la nuit. Alvarito, appuyé à mon bras, ressemble, avec ses jambes en chiffon et son pas vacillant, à un pauvre pantin désarticulé qui apprend à marcher. Comme on est bien de ce côté de ce feu qui crépite sous le manteau de la cheminée. Le hasard nous a conduits jusqu'à cette grande bâtisse transformée en caserne militaire par les vicissitudes de la guerre. Les soldats, qui maintenant nous tiennent de compagnie devant la cheminée, nous ont reçus cordialement, inquiets pour la grand-mère et les enfants. Grâce à eux, nous avons pu nous réchauffer près du feu et sécher nos vêtements. Ils sont entassés, telle une montagne de bûches, sur les deux chenets que nous devons nous tenir Ils ont entassé une telle montagne de bûches sur les deux chenets que nous devons nous tenir à bonne distance pour ne pas nous brûler. Ce matin, lorsque nous sommes arrivés à la caserne, ils terminent de préparer un succulent petit déjeuner. Vous devez être affamés, nous a dit le sergent, en nous montrant l'énorme omelette qu'il prépare dans une poêle gigantesque. Voulez-vous déjeuner avec nous ? Nous avons tant écarquillé les yeux que sans attendre notre réponse, ils ont mis de bons morceaux de lard à frire dans une autre poêle, ajoutant ensuite une grande quantité de purée de pommes de terre. En moins de 2, ils ont préparé une magnifique omelette parfumée et dorée, servie à point avec 2 petits pains. Sans œufs, hein, nous a dit le chef cuisinier en souriant. Ici, ça fait longtemps que les poules ont disparu, mais vous verrez que c'est mangeable. Et je veux bien le croire. Et je ne sais pas si c'est la fin ou la véritable adresse de ces artistes culinaires, mais ce dont je suis sûre, c'est que malgré l'absence d'œufs, nous avons trouvé l'omelette délicieuse. Et les petits pains, que dire des petits pains, ces fameux pains de munitions que la fin de la guerre a transformés en véritable objet de désir pour la population civile affamée. Je t'aime plus qu'un petit pain était même devenu l'expression taquine des amoureux. Et il n'était pas loin de la vérité. Qui de nous pourra oublier un jour, quand tout ça sera loin, le plaisir sensuel que nous avons ressenti parfois en caressant un morceau de pain. Après le petit déjeuner, les militaires ont eu la gentillesse de nous offrir leur lit pour que nous puissions nous y allonger un moment. Alvarito, qui tombait de sommeil, s'est couché dans l'un d'entre eux. Il s'est endormi en moins de 5 minutes, bien couvert sous les couvertures. La grand-mère et Merceditas, qui avaient pu dormir dans la cabine, ont préféré rester près du feu. Quant à moi, je n'ai pas voulu froisser l'esprit de camaraderie de ces jeunes gens et j'ai poursuivi notre conversation, commencée à la chaleur des flammes. Peu avant le repas, ils m'ont proposé de me faire visiter la caserne et l'hôpital de campagne improvisé ici. Ce dernier m'a fortement impressionné. Tout un tableau de guerre, mais de guerre barbare, sauvage et cruelle, comme seules peuvent l'être les guerres civiles. Un tableau de fin de combat où la misère a transformé en haillons l'étoffe de la chlamyde et où sont mises à nu les entrailles de la patrie. C'est une grande salle, probablement l'ancien grenier de la maison, avec des murs gibbeux, sales et en mauvais état. Des toiles d'araignée campent au milieu des poutres noires vermoulues. Le sol, un vieux plancher, est troué de partout, rongé depuis des lustres par plusieurs générations de rats et de souris. Et par terre, alignés d'un côté et de l'autre de la salle, des tas de paille font office de lit. Pour chaque tas, un homme, et pour chaque homme, une douleur enveloppée dans des couvertures. Misère de la guerre, triste fin d'épopée,
Profondément ému à ce spectacle dramatique terriblement impressionnant, je me découvre en avançant dans la salle avec l'onction d'un croyant qui traverse l'intérieur d'une église. Pauvre héros jeté à terre, quelle misère, quelle douleur et quelle grandeur dans tout cela. Et quel amer goût de défaite, quand, de retour de notre visite de la caserne, nous entrons dans la cuisine, il est déjà midi. Quelques tasses de bouillon et un joli pot-au-feu nous attendent. La petite garnison se met peu à peu à table, mais avec la joie de ce bon repas que nous offre la Providence, une nouvelle désespérante vient bouleverser tous mes plans. La frontière française est fermée. Je m'arrête là et je fais référence à un film que vous verrez en partie en français, en partie en espagnol. Il s'agit du film Josep qui montre ce cheminement depuis la guerre, depuis les espaces de guerre jusqu'à l'arrivée en France, au refuge en France. Et je continue. Cet après-midi, juste après le repas, la pluie qui tombait sans discontinuer depuis ce matin s'est arrêtée. Laissant Doña Antonia et les enfants à la chaleur des flammes, j'ai profité de cette accalmie pour sortir dans la rue à la recherche du reste de ma famille. Les rues sont pleines de monde. La vague de fuyards s'est approprié le village et a investi les maisons. Chaque logement est un bivouac. Chaque logement est un bivouac et chaque pièce est transformée en tente de campagne. Qu'il y ait ou pas une cheminée pour cuisiner, les gens ne se privent pas d'allumer des petits feux, y compris sur le sol. Du coup, les maisons vomissent une fumée dense et désagréable par les portes et les fenêtres. Une fumée de bois vert à l'odeur âcre et piquante qui se répand dans la rue, irritant les yeux et la gorge. Je suis entrée dans le local de l'UGT, mais je n'ai pu rester que quelques minutes. Dans la salle de réunion, à travers l'énorme nuage de fumée qui l'envahissait, j'ai pu distinguer une douzaine de familles réunies autour de leurs feux respectifs. Le plus curieux, c'est qu'ils vivaient, marchaient et se déplaçaient dans la salle comme des poissons dans l'eau, malgré le danger du monoxyde de carbone et les lois de la chimie organique. Moi, je me suis mis à pleurer comme une madeleine sans pouvoir m'arrêter, et les yeux irrités et pleins de larmes, j'ai couru vers la rue pour éviter l'asphyxie. Bien que j'aie traversé le village de long en large, mes recherches sont restées vaines. Je n'ai ni rencontré les miens, ni trouvé trace de leur présence. Ont-ils pu trouver un camion pour faire le voyage ? Les avons-nous finalement perdus ? Et si tel était le cas, nous sera-t-il possible de les retrouver dans cet immense océan de fugitifs ? Profondément préoccupé, je retourne à la caserne où Doña Antonia et les enfants m'attendent avec impatience. Pour ne pas inquiéter ma belle-mère, je fais mine de ne pas accorder d'importance à mon retard et je m'approche des flammes pour reprendre la conversation avec nos militaires qui préparent maintenant le dîner du soir. Mais alors que la grande casserole de ragoût se met à fumer sur la longue table, la porte de l'escalier s'ouvre brusquement et, tel un joyeux tintement de clochette, la voix de Manola résonne triomphalement à mes oreilles. « Ah, enfin, on vous retrouve! On croyait ne jamais arriver à la Jonquera !» Surpris, étonné de les voir tous les trois sur le pas de la porte, j'ose à peine leur demander. « Mais comment diable avez-vous su que nous étions ici ?» La réponse est simple. Dans la rue, les militaires ont parlé de l'arrivée d'un écrivain au village. L'information a circulé entre voisins. Et actuellement, celui qui veut me trouver à la Jonquera n'a qu'à demander l'adresse du camarade écrivain. « Ah oui, le monsieur à lunettes est arrivé ce matin avec la grand-mère et les enfants. Vous le trouverez à la caserne. » Et c'est ainsi que ma famille a pu me retrouver 5 minutes seulement après être descendu du camion. Et comble du hasard, ils ont eu la chance d'arriver à la caserne au moment où l'on retirait le couvercle de la grande casserole. Également invités par les militaires, ils nous rejoignent à table. Durant le repas, nous nous racontons nos tribulations respectives. Nous apprenons qu'hier, il leur a été impossible de trouver un camion pour nous suivre et qu'ils ont dû se résigner à retourner à Figueras complètement trempés. Aujourd'hui, après de longues heures d'attente, ils ont enfin pu monter à travers un véhicule et sont arrivés ici. Comme nous, ils sentaient l'angoisse de la séparation et la peur de nous perdre. Mais avec la joie d'être à nouveau réunis, nous oublions vite les inquiétudes passées pour nous remettre au plaisir de savourer ce délicieux repas. Le dîner terminé, nous nous réunissons au coin du feu pour tenir un conseil de famille. La fermeture de la frontière et l'impossibilité de nous installer à la Jonquera nous ont déconcertés. Que faire ?
Nous ne pourrons rester dans la caserne que pour cette nuit, et ce malgré l'ordre du capitaine qui ne veut pas qu'elle serve de refuge aux civils, mais seulement cette nuit. Nous devrons donc chercher un logement pour demain. Mais pourrons-nous en trouver un? Cela semble quasiment impossible. Le village est déjà plein à craquer. Par ailleurs, nous ne savons pas quand la frontière sera réouverte. Pourrons-nous attendre jusque-là, transi de froid dans la rue? Par contre, Manola, ma sœur et mon beau-frère nous rapportent des nouvelles plus encourageantes. De Figueras, Gérone n'est pas encore tombé. C'était une fausse rumeur. De plus, à l'UGT, ils ont appris que les syndicats commençaient à organiser des départs de femmes et d'enfants vers la France en train et en camion. Ils ont ouvert des listes que les gens s'empressent de remplir. Du coup, ne serait-ce pas une folie que de rester ici avant ce passage infranchissable du Pertus, alors qu'à Figueras, il semble que l'on commence à s'organiser le chaos? D'autant plus que, d'après le sergent et le chef de cuisine, le village français le plus proche se trouve à une vingtaine de kilomètres de la frontière espagnole. Si on ajoute à cela les 5 kilomètres qui manquent encore pour atteindre celle-ci, la marche s'avérerait très pénible pour la grand-mère et les enfants. 25 kilomètres sans toit ni nourriture, en marchant au milieu des montagnes, en dormant à la belle étoile, fouettés par le vent, la pluie, le givre et le froid. Et si, après au village, ils ne nous laissent pas faire une halte, s'il faut continuer à marcher, s'il faut encore aller plus loin, et à pied, et où? Toutes ces questions et ces doutes se bousculent dans nos têtes sans que nous puissions y répondre. Serait-ce oser de faire demi-tour? Il est très difficile de se décider à retourner dans le volcan alors qu'on commençait à peine à s'en extirper. Mais finalement, le bon sens s'impose et nous décidons de repartir à Figueras dès le lever du jour. Notre conseil de famille s'achève sur cette décision. Les militaires se sont maintenant retirés et une braise finit de se consumer lentement dans la cheminée. La nuit va être froide. Ce soir encore, il n'y aura pas de lit, mais nos corps commencent à s'y habituer. N'importe où, quelques siestes suffisent pour continuer. Les nerfs nous tiennent, le danger nous pousse, la fièvre de cette nuit nous soutient et maintient en nous, même en plein sommeil, notre instinct actif et vigilant. Du coup, content de nous retrouver cette nuit à l'abri de cette pluie qui ruelle, qui fouette les vitres, nous nous couchons par terre et en nous serrant bien les uns contre les autres pour nous tenir chaud. Mais le froid sournois s'infiltre par toutes les issues, et malgré la couverture et le grand châle de la grand-mère, nous finissons tous les 7 par grelotter sans avoir trouvé le sommeil. Quand au petit matin, la dernière braise s'éteint au milieu des cendres et l'humidité commence à suinter par les pores pourris de la vieille bâtisse. La Jonquera, le 30 janvier 1939. Voilà, la famille a réussi à se retrouver, un petit miracle dans le chaos qui est actuel. Et elle a trouvé une solution étonnante. Laquelle? Réfléchissez-y. Que feriez-vous à cette même place? Est-ce que vous attendriez que la frontière ouvre? Est-ce que vous décideriez de vous lancer kilomètre par kilomètre jusqu'à atteindre ces fameux 25 kilomètres? Est-ce que vous feriez demi-tour comme eux? Est-ce que vous essayeriez de patienter en vous éloignant dans un petit village pas trop loin? Je ne sais pas, essayez d'imaginer. Et puis je commencerai le chapitre 9 que je ne lirai pas en entier.